Quand on regarde l'univers, tout est encodé sous forme d'ondes. Les étoiles, qui sont à des millions de milliards d'années-lumière. Nous pouvons tout de même recevoir l'information qui n'est jamais perdue, car elle est codée sous forme d'ondes. À force d'enregistrer tant de récits relatant les passionnantes expériences dont il sera question ci-après, j'en arrive presque à les ressentir, comme si je les avais vécues. La vie après la vie, Dr Raymond Moody. J'ai vu le personnel médical s'affairer. J'ai entendu les infirmières qui disaient que je leur échappais. J'ai entendu le chirurgien qui a dit « elle me pète entre les mains ». Et puis d'un seul coup, je suis sortie de mon corps. Je me suis trouvée donc au plafond. Flottant au-dessus du lit. Le récit troublant laisse perplexe. Ce n'est pas un film de science-fiction, c'est la réalité. Un phénomène étrange qui pose bien des problèmes à la science. Des personnes qui ont été plongées dans le coma mais ont vu ce qui se passait autour d'eux. Leurs récits présentent souvent des points communs. C'est un peu comme un aller-retour entre la vie et la mort. Longtemps considéré comme fantaisiste, le phénomène devient un sujet d'étude à part entière. Et les médecins sont très intéressés par le phénomène. De tout temps, de nombreuses personnes ayant frôlé la mort par accident, lors d'une opération chirurgicale ou dans d'autres circonstances dramatiques, rapportent par la suite une expérience extraordinaire qui s'est produite au moment où elles étaient dans un coma profond ou même en état de mort clinique. Identifiée et décrite par le docteur Raymond Moody en 1975, elle fut alors baptisée Near Death Experience, expérience de mort imminente. Les différentes études menées depuis 30 ans montrent qu'elle est une expérience universelle, non pas liée à une particularité géographique ou culturelle, mais issue de notre condition d'être humain. Mes émotions, mes pensées, mes sentiments, mon être profond, tout était au plafond et j'avais une vision panoramique de 360 degrés. À aucun moment, je me suis dit que j'assistais à mon opération. J'ai pensé à mon mari et instantanément, je me retrouve dans la salle d'attente et je prends conscience que j'ai traversé les murs. Je vois ma famille, et qui pleure, qui hurle, qui prie et tout ça. Mon but, c'était d'aller voir mes parents. Il y avait une porte, un mur, et puis je suis passée par le mur. Il me vient une pensée, et cette pensée, instantanément, à peine est-elle formulée, que je suis... Et je me suis rendu compte que c'était ma volonté qui faisait absolument tout le cheminement que je devais faire. Et je suis allée dans la salle d'attente, où j'ai vu mes parents qui étaient dans un coin et ils étaient en train de pleurer. Je voyais mon beau-père et mon mari faire les 100 pas. Et moi, j'essayais de me manifester à eux parce que je les voyais, mais je me rendais bien compte qu'ils ne me voyaient pas. Je les remue, je les traverse, j'essaye de les mobiliser, de leur dire « Mais arrêtez, je ne veux plus revenir. Je suis tellement heureux, je ne veux plus revenir. Arrêtez de pleurer, de prier, c'est inutile. » Et mes parents, je les voyais tristes. Mais il ne faut pas qu'ils soient tristes. Alors j'essayais, toujours par la pensée, de leur dire « Mais je suis bien, moi, ne pleurez pas. » Je me suis trouvée ensuite dans un abîme de ténèbres, de silence. Là, je me suis dit « Ça y est, ma fille, tu es morte. » J'étais parti aux États-Unis pour vérifier une hypothèse. J'avais entendu parler dans la presse à scandale d'expériences de mort imminente. Ça me paraissait très farfelu et j'avais entendu dire qu'il y avait une explication neurochimique. Finalement, je m'étais cogné
sur un personnage tout à fait intéressant qui s'appelle Ronald Siegel. Il m'avait révélé avec beaucoup d'inquiétude qu'une vague d'obscurantisme était en train d'envahir la science américaine. Et cet homme-là m'avait fait une liste de scientifiques particulièrement atteints par cet obscurantisme, des sortes de charlatans, des gens très dangereux. Et donc, je travaillais pour le journal Actuel, qui à l'époque marchait très bien, et qui m'avait dit, bon, ouais, fais donc l'enquête sur les charlatans, ça sera un reportage peut-être amusant. On estime que 15 à 20% environ des personnes qui frôlent la mort vivent une expérience de mort imminente, ce qui représente 4% de la population générale, selon les données recueillies aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Allemagne. Selon ces chiffres, nous pouvons faire des extrapolations suivantes quant au nombre d'expérienceurs, soit environ 20 millions en Europe et 12 millions aux États-Unis. Au loin, j'ai vu une pointe d'aiguille de lumière. J'aperçois un point lumineux devant moi. Une lumière merveilleuse. Je me suis retrouvé face à une lumière. Ce dont je me rappelle, cependant, c'est que la lumière a éclaté dans ma tête. Je me trouve au milieu d'un océan de lumière. Lumière blanche, immensément blanche. Une clarté qui n'éblouissait pas, mais où on ressentait le bonheur d'être là. On est une vague parmi l'océan, on est l'amour intégral. Ces expériences au seuil de la mort ne sont peut-être que l'ultime expression d'un cerveau menant son dernier combat, ou tout simplement des manifestations chimiques dans le cerveau qui provoqueraient des hallucinations. Certains psychiatres et neurologues évoquent de nombreuses hypothèses, comme la conséquence de l'anoxie du cerveau, c'est-à-dire la privation d'oxygène. D'autres parlent des effets secondaires de certains psychotropes, comme la kétamine ou le LSD. Même si un certain nombre de chercheurs se sont lancés dans des études passionnantes, les récits n'ont pas convaincu la majorité des scientifiques. Doivent-elles faire l'objet d'une polémique entre ceux qui croient en leur réalité et ceux qui pensent qu'une simple explication d'ordre neurologique ou psychiatrique peut résoudre le problème très simplement? Ils ont reçu des anesthésiques, si jamais ils doivent être opérés. Ils ont reçu des antalgiques, s'ils sont en phase terminale d'une maladie, ils reçoivent des médicaments contre la douleur. Ils reçoivent aussi des tas de psychotropes divers. Or, on sait que tous ces produits modifient considérablement la conscience. Pour moi, ça fait partie des illusions, des hallucinations, des sensations comme le déjà vu, le déjà vécu. Nous, à Alliance France, à l'intérieur du comité scientifique, on a bien évidemment examiné cette hypothèse de l'hallucination et selon nous, elle ne tient pas. Il y a des cas dans lesquels la personne voit ce qui se passe en dehors de l'hôpital, dans la pièce d'à côté, est capable d'entendre ce qui s'est dit plusieurs pièces plus loin, donc on n'a pas d'explication pour ça. Il faut ajouter que les neurosciences sensorielles ou cognitives n'ont pas encore des explications très convaincantes non plus. Le docteur Pim van Lommel est médecin cardiologue à l'hôpital néerlandais de Rijnstadt, aux Pays-Bas. Il est le premier à avoir réalisé une étude de grande ampleur auprès de 344 patients rescapés de la mort. Ces travaux furent publiés dans le très sérieux journal médical The Lancet en décembre 2001. Il se trouve que nos concepts actuels en science disent que la conscience est produite par le cerveau, un cerveau fonctionnel. Et ce concept n'a jamais été prouvé. Nous devons donc reconsidérer ce concept. Nous avons des patients qui rapportent une conscience claire, des souvenirs, une activité cognitive, un sens de soi, des émotions, et parfois même des perceptions depuis l'extérieur du corps, au cours d'une période où le cerveau n'est pas fonctionnel. Nous avons donc pu exclure les explications habituelles, les raisons physiologiques, psychologiques ou pharmacologiques. Et nous devons chercher une autre voie quant à la façon dont le cerveau fonctionne à la suite des résultats de ces études. Le professeur Olaf Blank est un neurologue suisse. En activant par des électrodes une zone du lobe temporal droit du cerveau d'une de ses patientes atteintes d'épilepsie, il s'est rendu compte par hasard qu'il provoquait chez elle des sensations de flottement et d'élévation typiques des sorties hors du corps qui correspondent à la première phase des expériences de mort imminente.
Après, en application d'un faible courant de je crois c'était 3 milliampères, on déclenchait une décorporation. Surprenant pour la patiente, surprenant pour nous. On était donc 3 investigateurs dans la salle, le patient complètement réveillé, et puis c'était reproductible. Chaque fois qu'on appliquait un petit courant de 2 secondes, il y avait une décorporation pendant cette période-là. Donc décorporation, ça voudra dire la patiente avait la sensation forte d'être plus localisée dans son corps. Le moi, il n'était plus dans son corps, il était en élévation au plafond, avec le dos presque en flottement au plafond, et puis elle avait l'impression de regarder vers le bas, et puis de voir son propre corps, et les 3, moi et mes 2 collègues, autour de son lit. Donc on pourrait spéculer aussi lié à d'autres sensations que nous avons déclenchées au même endroit, donc gyrus angulaire à droite, qu'il s'agit peut-être, c'est une hypothèse émise à l'époque, d'un trouble de l'intégration des informations corporelles. Mon opinion est que notre société traverse actuellement une période de transition. Nous devons avoir le courage d'ouvrir de nouvelles portes et d'admettre que nos outils scientifiques actuels ne sont plus adaptés à ces nouveaux domaines. Elisabeth Kubler-Ross. L'interprétation surnaturelle des NDE. Qu'est-ce que ça veut dire surnaturel? Expliquez-vous sur le terme surnaturel. Des schémas d'interprétation des expériences surnaturel il y a 50 ans? Non, ne discutons pas de ça. C'est pour ça que ce n'est pas le corps médical et ce n'est pas en tant qu'anesthésiste que vous l'avez écrit, mais à titre personnel. Permettez-moi parce que quand même de vous interrompre, parce que si je n'avais pas été anesthésiste, je n'aurais pas pu écrire ce livre. C'est une collecte d'anecdotes. Et chers collègues de table, vous n'allez pas m'apprendre mon métier d'anesthésiste. C'est intéressant parce que les gens qui se disent aujourd'hui sceptiques ne le sont pas du tout. Les sceptiques originels avaient décidé qu'ils ne tireraient aucune conclusion. Aux États-Unis, les anti et les pour arrivent à travailler ensemble. Aujourd'hui, pourquoi en France, justement, on n'arrive pas à se mettre... Parce qu'il y a un parti pris matérialiste qui dénie le fait que nous puissions nous intéresser à ces questions-là, parce que pour ces gens-là, il n'y a même pas de questions à se poser. La cause est entendue, le débat est clos. Les prétendus sceptiques qui disent « Oh, je suis sceptique sur ces EMI, je pense que ce n'est que la chimie du cerveau », ou la personne dit finalement « Je suis une personne qui ne tire pas des conclusions, et ma conclusion est que cette expérience n'est que la chimie du cerveau », ça n'a pas de sens. C'est une expérience interne au sujet psychique, générée par la problématique soit de l'anesthésie, soit du coma, soit du traumatisme. Ce dont nous avons besoin dans la recherche sur les EMI, c'est de vrais sceptiques qui ne tirent pas de conclusions et continuent à chercher et à apprendre autant que possible sur ces expériences phénoménales et, à mon sens, très inspirantes. Nous devons chercher la vérité en pleine liberté d'esprit, affranchis de toute idée préconçue. René Descartes. Selon nos études, la conscience apparemment n'est pas localisée dans le corps. Évidemment, c'est un point de vue qui va à l'encontre des points de vue classiques des neurophysiologistes qui pensent qu'elle est localisée dans le cerveau et que l'on voit à partir des yeux physiques. À partir du moment où on dit que la conscience est totalement extérieure au corps, on prend une position religieuse puisqu'on est très proche non plus de l'idée de conscience, mais de l'idée de l'âme, avec l'idée que l'âme peut survivre au corps, ce qui nous entraîne sur un terrain religieux et pas du tout médical. Mais nous vivons dans une société qui se prétend rationnelle et qui en réalité ne l'est pas. Quand vous avez quelqu'un qui dit « Attendez, ça risque de prouver, ce fait risque de prouver qu'il y a une vie après la mort, donc je ne vais certainement pas l'étudier, donc c'est suspect, et donc les gens qui l'étudient sont des fous, sont des sectes, etc. » Celui-là agit de manière idéologique. Celui-là n'est pas un scientifique. Aux États-Unis, une conférence avait été organisée sur les EMI dans un hôpital universitaire avec un public de plus de 300 personnes. À la fin de la conférence, après plusieurs présentations sur les EMI, un homme s'est levé et a dit « Je suis cardiologue. Et ça fait plus de 20 ans que j'exerce. Et je n'ai jamais entendu des histoires aussi absurdes. C'est un non-sens total ce que vous racontez, je n'en crois pas un mot. » Et puis une autre personne s'est levée dans le public et a dit
Eh bien moi, je suis un de vos patients. Et j'ai eu une expérience de mort imminente au cours d'un arrêt cardiaque. Et je peux vous dire que vous seriez la dernière personne à laquelle je viendrai la raconter. Pim von Lommel fait référence au cardiologue Michael Sabom qui, suite à cette conférence, est bouleversé par le témoignage qu'a confié un de ses propres patients en public. Il décide alors de mener sa propre étude, convaincu que les résultats concluront à des hallucinations. Comment le sceptique qu'il est va-t-il s'y prendre ? Le plus simple, c'est d'aller interroger ses propres patients. Les deux premiers le regardent comme s'il était fou, et la troisième lui raconte une NDE incroyable. Et il n'en revient pas, et puis alors ensuite, il va mener sa propre enquête, et sur une centaine d'arrêts cardiaques de son propre service, plus de 30% avaient vécu de NDE. Ici, dans mon laboratoire, nous disposons d'un système DG de 256 électrodes, et normalement, le système clinique qui est appliqué dans ces cas-là, il y en a 4 ou 16 électrodes. Il faut bel et bien se poser la question, là, on est sur l'os, il y a la peau, il y a la cuir chevelu, il y a le liquide céphalorachidien, et après, il y a le cerveau. Donc, au niveau du filtrage, il y a beaucoup de filtrage de signaux électriques avant qu'ils arrivent aux électrodes qui mesurent effectivement l'électricité cérébrale. Donc si un EEG plat, première question, première obligation, ça veut dire de mesurer un deuxième EEG plat à distance pour avoir vraiment le preuve que là, pendant une durée de plus que 5 minutes, plus d'une demi-heure, il n'y avait pas d'activité électrique. Le professeur Olaf Blank touche de très près un problème majeur. Nos outils scientifiques sont-ils adaptés pour mesurer réellement la mort cérébrale d'un individu ? Nous savons également que les critères de la mort n'ont cessé d'évoluer depuis ces 20 dernières années. Mais alors, ces personnes qui vivent ces expériences proches de la mort ne se trouvaient-elles finalement pas dans un véritable état de mort clinique ? Un cas particulier qui m'a intéressé, celui de Pam Reynolds. Donc Pam Reynolds, c'est une musicienne d'Atlanta aux États-Unis qui, au début de la trentaine, avait un anévrisme géant à la base de son cerveau. Et pour ça, c'est une opération qu'on appelle stand-still. Ce qu'on fait, c'est qu'on refroidit le corps, donc aux environs de 58 degrés ou 60 degrés Fahrenheit. On coupe la circulation sanguine, donc on arrête le rythme cardiaque. Là, on est plus en mesure d'opérer l'anévrisme en question. On enregistrait l'activité cérébrale au même moment. Alors, on peut savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'activité électrique dans différentes régions du cerveau. Donc, on a pu vérifier qu'elle était en état de mort clinique et que son cerveau ne fonctionnait plus du tout. Elle a décrit par la suite aux neurochirurgiens les différents outils qui ont été utilisés lors de l'opération. Des outils avec lesquels la plupart des gens ne sont pas familiers. De plus, les instruments étaient recouverts lorsqu'elle était arrivée dans la salle d'opération, déjà endormie. Elle a également rapporté des dialogues entre le neurochirurgien et les infirmières. Et cela a pu être confirmé car un des livres de bord était tenu lors de l'intervention chirurgicale. Le chirurgien a ainsi pu vérifier quel instrument avait été utilisé à chaque minute de l'intervention. Elle a ensuite vécu une décorporation. Elle s'est élevée au-dessus de son corps et a voyagé le long d'un tunnel où elle a rencontré des parents et des amis décédés. Le regard du neurologue par rapport à un cas comme celui-là, c'est extrêmement dérangeant parce que le dogme central des neurosciences contemporaines, c'est que, comme je disais, le cerveau sécrète la pensée, l'esprit, comme le foie sécrète la bile. Donc, c'est un cas qui semble impossible a priori. La plupart des neuroscientifiques sont matérialistes, sont réductionnistes, donc ils ont beaucoup de difficultés à accepter ou à essayer d'expliquer un cas comme celui-là. Pourquoi? Parce que là, on a une preuve que c'est la première fois dans le cas d'un expérienceur où on sait qu'il n'y a pas d'activité cérébrale du tout au niveau électrique et pourtant, l'individu est capable de perception, est capable de réagir sur le plan émotionnel, a des mémoires, est toujours conscient de soi et pourtant, le cerveau ne fonctionne pas du tout. J'ai pu voir sous la table d'opération une plaque marquée armes et cycle de Saint-Étienne, une plaque verte de 18 cm environ, avec des lettres blanches marquées armes et cycle de Saint-Étienne. Moi j'étais dans un hélico et il y avait un médecin à côté de moi. J'étais toujours dans le coma. C'était ce médecin qui
était très inquiet parce qu'il n'était pas en tenue réglementaire, il avait un short et l'eau du pyjama alors que normalement il faut être habillé correctement. Ça, en même temps, il pensait à ses vacances dont il rentrait, qui étaient en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. À un moment donné, je devais voir, j'ai eu envie plutôt de voir ce que faisait le chirurgien, tel un zoom instantané. J'ai vu ce qu'il faisait, à savoir, je pouvais être sur le bout du scalpel, voyant la fibre du drap, enfin, etc. Ce sont les perceptions très détaillées des témoignages qui ont interpellé les scientifiques, comme le docteur Sylvie Dethioliaz, fondatrice du centre de recherche Noesis, à Genève, en Suisse. Alors actuellement, on mène à Noesis un grand projet de recherche sur les phénomènes d'OBE, donc de décorporation, en collaboration avec un grand centre hospitalier suisse, dont le but est de vérifier la réalité des perceptions visuelles rapportées au cours d'une OBE, de manière à pouvoir trancher définitivement entre est-ce une hallucination ou a-t-on affaire à autre chose, et aussi de manière à pouvoir étudier les mécanismes neurophysiologiques associés avec l'expérience par imagerie cérébrale. Les chercheurs s'interrogent sur la conscience. Ils vont lui tendre des pièges, faire passer des tests, comme un jeu de cache-cache. L'objectif, traquer la conscience pour savoir où elle se trouve. Pour cette étude, nous travaillons avec des personnes qui vivent très régulièrement des OBE de manière plus ou moins volontaire. Peter Fenwick, neuropsychiatre, rencontre le docteur Sam Parnia, spécialiste en soins intensifs. Tous deux veulent relever le défi. Mais comment ? Et un jour, il m'a suggéré cette idée de tester les expériences hors du corps, en cachant des objets dans les salles. Et j'ai dit, comment voulez-vous faire ça ? Il a dit qu'on pourrait les cacher de telle sorte qu'elles ne soient visibles que depuis le plafond, et pas depuis en dessous. J'ai dit, mais c'est impossible. Il m'a dit non. Il avait une enveloppe et il a écrit quelque chose dessus ou dessiné. Puis il l'a soulevé vers le plafond et m'a demandé « Que voyez-vous maintenant ?» Et j'ai dit que je ne voyais qu'une surface blanche. Alors il a dit « Et si vous étiez là-haut, que verriez-vous ?» Et j'ai dit que je pourrais voir ce qui est écrit. Il m'a dit « C'est ainsi que nous devrions procéder. » Le docteur Sam Parnia souhaite tester 3 théories. La première, c'est un processus physiologique. La deuxième, c'est un processus plutôt psychologique. La troisième, c'est un processus transcendantal. Les gens peuvent vraiment se séparer du corps. Bien sûr, le troisième était très controversé, mais j'ai décidé de le faire quand même, car c'était la clé. Alors nous avons essayé d'avoir des images grandes comme ça. Et nous avions différentes choses, des dessins, des photos, des symboles, des illusions d'optique. L'aspect intéressant à ce propos est que nous voulions savoir si quelqu'un qui identifiait ce panneau verrait toujours l'illusion d'optique, ou s'il le verrait comme il est. Donc c'est une combinaison de choses que nous avons mélangées et placées sur les panneaux. Une première étude avait été réalisée en 2002, mais n'avait donné aucun résultat, suite au nombre réduit de patients recrutés. L'étude a été reconduite en 2008 dans 25 centres hospitaliers, afin d'obtenir des données plus significatives. Pour le professeur Olaf Blanc, une désintégration des informations corporelles, visuelles et tactiles serait peut-être l'explication. Nous avons utilisé ou essayé d'utiliser la réalité virtuelle afin de donner lieu à une désintégration des informations venant du corps. Le sujet voit son propre corps à 2 mètres devant lui. Une expérimentatrice va ensuite lui frôler le dos, de sorte qu'il perçoit une sensation tactile. Mais il voit devant lui le dos virtuel qui est touché exactement de la même manière. Quelques minutes de cette confusion sensorielle suffisent pour déconcerter le cerveau. Les sujets témoignent alors d'un transfert de la perception du corps comparable à la décorporation. En résumé, on a encore fait une deuxième étude après. Ça voudrait dire avec une simple désintégration des informations corporelles, visuelles et tactiles, on arrive à induire une impression d'être localisé à 2 mètres distance de son propre corps et d'avoir une illusion, de se plus localiser à l'endroit physique vrai, mais à quelques demi-mètres devant son propre corps. La science est tenue par l'éternelle loi de l'honneur
à regarder en face tout problème qui se présente franchement à elle. Sir William Thomson. Il y a un autre concept que l'on peut utiliser, selon lequel le cerveau ne produit pas la conscience, mais peut-être que le cerveau reçoit de l'information de la conscience. Et donc on a un concept différent. Je compare ça à une télévision, une radio ou un téléphone mobile. Le programme que l'on voit à la télévision est reçu par le poste et non pas produit par lui. Donc l'information reçue par un mobile, une radio, une télévision ou un ordinateur, ils reçoivent cette information et la codent sous forme d'ondes électromagnétiques. Elles sont partout autour de nous. Et alors que nous parlons ici, il y a plus de 100 000 appels téléphoniques qui nous traversent les murs, et des centaines de programmes de télévision et de radio, mais nous ne le savons pas. Mais l'information est là, et on a besoin d'un instrument pour recevoir cette information. Ainsi, nous comparons le cerveau à une sorte de récepteur, une interface entre les champs informationnels de conscience, comme je les appelle, et notre corps physique. Donc, notre conscience de veille, la façon dont nous sommes conscients quand nous sommes réveillés, n'est qu'une partie de notre conscience élargie. En un instant, c'est toute leur vie qui défile. Ils ressentent et revivent toutes les actions bonnes ou mauvaises qu'ils ont pu commettre. Ils prennent conscience des conséquences engendrées par leurs actes et ont accès à des informations qui vont parfois leur permettre de comprendre l'origine d'un trouble psychologique inconscient et de le dépasser de façon assez spectaculaire. Et je me rappelle avoir vu un être, il m'a demandé « Comment as-tu aimé ?» Et qu'as-tu fait pour les autres? Qu'as-tu fait de ta vie? Ça me sonne comme un coup de tonnerre, vraiment, en moi, dans ma conscience. Et j'ai revécu ma vie à l'envers. Ma vie va commencer à défiler devant moi. Tous les ressentis que j'ai eus dans ma vie, mais de jeune femme, de maman, quand j'étais adolescente, de tous mes rêves. Je vais subir un jugement personnel. Ce n'est pas un jugement à laquelle on peut s'attendre, qui est péremptoire, pas du tout. C'est soi-même qui se juge par rapport à ce manque d'amour et tous les actes de la vie que l'on a passés jusque vers l'âge de 3 ans. Je revivais chaque situation, mais je prenais surtout conscience du bien que je m'étais fait en moi et du mal aussi. Et en fait, c'était la notion de manque d'amour dans les actes de la vie qui apparaissait plus que les actes lourds à laquelle on aurait pu penser et autres. Par mon comportement à causer à ces gens par des mauvaises pensées ou peut-être une insulte, une parole, a causé une souffrance. Et cette souffrance me revient à moi, amplifiée par l'infinitude de l'amour. Ce que l'on est, le bonheur qu'on a pu donner aux autres dans sa vie, eh bien, sur un certain plan, c'est à soi qu'on donne aussi. Le bien comme le mal, toi, moi, les autres, c'est la même chose. Dernières errances, j'ai senti les conséquences de mon existence. J'ai compris la morsure blême du mal que l'on sème. À petits coups d'insouciance, d'égoïste danse. Alors si c'était à refaire, j'ai vu arriver un groupe pas très distinct. Et au milieu, j'ai reconnu mon beau-frère qui était décédé 4 ans auparavant. En fait, c'est une voix que j'ai entendue, qui n'était pas une voix non plus, parce que c'est comme si on communiquait sans oreille, sans yeux et sans parole. Comme si c'était de la télépathie. C'est un peu bizarre à dire. Il y a quelque chose qui m'est venu, c'était « on ne te veut pas ». Je me suis dit, comment ça, ils me veulent pas? C'est vachement bien, pourquoi je n'irai pas? Et cette personne, enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, m'a dit qu'il fallait que je m'en aille, que ce n'était pas le moment pour moi. Et j'ai dit qu'il n'en était pas question, que j'allais rester là. Alors à ce moment-là, j'ai vu ma tombe avec les enfants devant. J'ai vu mes enfants grandir.
Ce que je peux dire, c'est que de l'autre côté, une maman est toujours une maman. Parce que je les voyais grands, je les voyais adolescents, et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, je ne peux pas les laisser, c'est pas possible de les laisser aussi malheureux. Avec beaucoup, beaucoup de douceur, d'amour intense, on m'a fait comprendre que j'avais des choses à faire et qu'il fallait que je retourne d'où je venais. Et il m'a dit, c'est pas le moment, il faut que tu repartes. Il y a même une connexion avec les champs de conscience du passé et également ceux des autres individus. Ils sont aussi connectés aux champs de conscience des proches disparus. Il y a donc une interconnexion avec tous les champs de conscience des autres et une interconnexion avec un espace où il n'y a pas de temps ni d'espace tels que nous les connaissons ici dans le monde matériel. On m'a dit que je perdrais mon fils. On m'a dit que je perdrais mon enfant et que il faudrait surtout pas me suicider. Je sais qu'on me montrait ce que serait l'avenir de ma famille. À un certain moment, j'ai vu mes beaux-parents et ma grand-mère. Je les voyais quitter notre terre, tous les trois, presque en même temps. Et j'avais retenu que 2 d'entre eux partiraient à 3 semaines d'intervalle. Et puis le temps a passé. Et puis mon fils est mort. Et là, j'ai pu constater que ce qu'on m'avait dit, c'était vrai. Le 27 janvier 81, mon beau-père nous quitte. 3 semaines après, jour pour jour, ma grand-mère nous quitte aussi. Et à la fin de l'année suivante, c'était ma belle-mère. Après, j'ai vraiment eu envie de me suicider. Et là, je le reconnais aujourd'hui, personne, ni mes patients, ni ma famille, ni mes amis ne pouvaient me maintenir en vie. C'est que cette voix qui m'a maintenue en vie. Kenneth Ring est professeur de psychologie à l'université du Connecticut. Il fait partie de ce groupe de chercheurs pionniers de la recherche sur les expériences aux frontières de la mort aux États-Unis. Au milieu des années 80, Kenneth Ring pensait que ces expériences survenaient uniquement aux frontières de la mort. Mais un événement soudain va tout remettre en question. Tout avait commencé quand il avait reçu un jour une lettre d'une dame qui lui décrivait ce qui était devenu banal. Depuis Raymond Moody, on sait qu'il y en a des millions. Une NDE type, je suis sorti de mon corps, c'était le grand calme, j'ai été aspiré dans une sorte de tunnel, j'ai baigné dans la lumière d'amour, etc. Et puis la lettre se termine en disant « Sauf que je n'ai jamais failli mourir, mon cœur ne s'est pas arrêté, j'étais parfaitement bien en train de méditer. » Le cas de Bénédicte Sivé-Lobstein révèle qu'une telle expérience peut être provoquée aussi par une grosse frayeur. J'étais en voiture et j'ai vraiment cru avoir un accident. D'ailleurs, un accident qui n'a pas eu lieu. J'étais dans une petite voiture, il y avait un énorme camion en face et je ne pouvais faire que passer dessous. Ça m'a déclenché une peur épouvantable. J'étais morte, c'était sûr. Et c'est à ce moment-là que j'ai été aspirée dans un tunnel avec une lumière intense, blanche, pendant laquelle j'ai quand même revu tout le film de ma vie. Il va mener toute une enquête là-dessus qui va le pousser à rencontrer des représentants des anciennes traditions. Par exemple des bouddhistes, par exemple de gens, de représentants des traditions indiennes, de l'Inde, des Védas, et qui lui disent « Mais ce que vous décrivez, cette NDE, c'est tout simplement ce que nous, par exemple dans le yoga, nous appelons un état de conscience cosmique. La plupart des yogis ne l'atteignent pas. Nous sommes très étonnés que cet état de conscience, actuellement, dans le monde actuel, on puisse l'atteindre simplement parce qu'on a été renversé par le camion du laitier et qu'on vous a ranimé à l'hôpital. Et Ring se rend compte qu'en fait, il travaille tout simplement sur la conscience qui peut s'éveiller dans certaines circonstances. Par exemple, lorsqu'on a très peur de mourir ou lorsqu'on est presque mort,
mais qui peut se réveiller dans bien d'autres circonstances. Donc, en fait, on étudie la vie, on étudie la conscience. Quand on étudie la NDE, la mort n'est jamais qu'un prétexte. En 2003, aux États-Unis, le pédiatre Melvin Morse a mené une étude sur des personnes pratiquant la méditation. Les résultats ont montré que la pratique de la méditation peut provoquer les mêmes perceptions et sensations que les expériences de mort imminente. J'ai réintégré mon corps d'une façon très très violente. C'est comme quand on essaie des gants plastiques d'une taille inférieure. Je suis rentré d'un premier temps et puis hop. C'est là où ça devient douloureux parce qu'on reprend possession de son corps avec tout ce que ça implique, la douleur physique. Et je l'ai réintégré par la fontanelle des bébés. En passant par ma tête, qu'on me rende dans une chaussette. Si vous voulez, je l'ai épousé comme une main épouse un gant. Et je me suis rendu compte que mon corps était trop petit. Il est redevenu mon corps à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai recommencé à souffrir d'ailleurs. Rien de ce qui résulte du progrès humain ne s'obtient avec l'assentiment de tous. Ceux qui voient la lumière avant les autres sont condamnés à la poursuivre, en dépit des autres. La conquête du paradis. Christophe Colomb, 1492. Cette expérience est souvent gardée comme un secret. La peur de passer pour fou ou l'incompréhension des proches ont creusé un fossé avec l'entourage, en créant pour celui qui la vit un terrible sentiment de solitude. J'ai appris que ma sœur avait vécu la même expérience. Et j'ai gardé ce secret pour moi pendant 10 ans. Au départ, je me disais, si j'en parle autour de moi, on va me dire que je suis folle. Comme j'étais en psychiatrie, j'ai cru que j'étais aussi malade que les malades que je voyais tous les jours. Et c'est en en parlant toutes les deux que nous avons su que nous avions vécu toutes les deux très jeunes cette expérience et que ni l'une ni l'autre n'en avait parlé. J'ai eu des difficultés à en parler parce que je me suis dit on va pas te croire, on va te prendre pour une illuminée. On m'avait dit que j'avais une mission à remplir. Alors c'est pareil, quand on fait psychiatrie, les patients qui sont en psychiatrie ils ont souvent des missions à remplir. Donc je ne risquais pas de raconter que j'avais une mission à remplir. Quand le livre de Moody est paru, ça a été une stupeur en 3-4 étages. En un an, le livre avait fait le tour du monde. Enfin, il était en voie de traduction dans une trentaine de langues, etc. Tout d'un coup, il s'est dit, mais je suis complètement cinglé. Je viens de lancer sur le marché mondial un livre qui dit que c'est génial de mourir. Même si j'ai pris des précautions pour dire on n'en sait rien, ces gens-là ne sont pas morts, etc., il n'empêche que c'est forcément la conclusion que les gens vont en tirer, et donc il va y avoir des suicides en masse. Je suis un fou criminel, on va me traîner devant les tribunaux, etc. Et à ce moment-là, Moody a été pris d'une panique. C'est horrible. Les gens vont lire cela et ils vont se suicider. Cela va déclencher une vague de suicides. Et c'était une perspective à laquelle je n'avais vraiment pas pensé. Et donc il s'est empressé d'écrire un second livre, avant même d'avoir la vérification que son inquiétude était fondée. Il s'est empressé d'écrire un second livre qui s'appelle « Réflexions sur la vie après la vie », où il dit, mais attention, est-ce que vous avez bien lu ce que disent les gens qui ont vécu cette expérience? La leçon numéro 1 qu'il faudrait tirer sur un plan moral, éthique, de vie entre nous, de la NDE, c'est que la vie est formidable, qu'il faut faire attention à chaque petit détail de ici et maintenant, et se foutre des apparences. Personne, je ne connaissais personne qui avait vécu cette expérience, je ne connaissais pas d'ouvrage. J'étais toute seule dans mon coin, à me demander quelque part si je ne vivais pas folie à certains moments, et je tombe sur un ouvrage comme ça. Je le paie en pleurant, cet ouvrage. J'étais en train de lire et je pleurais, mais je disais, ah, mais je suis pas seule. Il y a d'autres personnes qui ont fait cette expérience-là, et pour moi, ça a été comme si on avait ouvert une grande porte. Irène a donné des perceptions très détaillées lors de son coma, alors qu'elle était non-voyante au moment des faits. J'ai vu ma mère qui rentrait dans la pièce, qui a tenu les barres au bas du lit, et puis qui lui a dit, mais dans l'état où elle est, qu'est-ce qu'on va devenir avec une fille aveugle? En plus, son cerveau est touché, les médecins l'ont dit. Elle restera idiote, qu'est-ce qu'on va faire avec? La recherche de Kenneth Ring et Sharon Cooper sur les expériences au seuil de la mort chez les aveugles
a montré que ces derniers bénéficient lors de leur expérience d'une forme de perception visuelle. Il semble s'agir plutôt d'une perception holistique, qui allie le voir au savoir, un peu comme si la personne avait accès non seulement à une vision, mais à une omniscience qui va bien au-delà des informations qu'une perception visuelle peut fournir. Un expérienceur aveugle l'a décrite ainsi. « Ce ne sont pas mes yeux qui ont vu, mais mon esprit. » Et arrivé à la salle de radiologie, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. C'est qu'ils m'ont laissé tomber par terre. En me mettant sur la table, ils m'ont fait tomber par terre. Donc, là encore, ils n'avaient pas conscience que je souffrais et que j'étais vivante. Et donc, ils m'ont déshabillée et ils ont pris mes bijoux. Et il y a un homme qui a dit à l'autre, je prends les bijoux, je les mets dans la poche de la blouse, tu t'en rappelleras. Raymond Moody écrivait dans son livre « La vie après la vie », si vous tenez à votre scepticisme, évitez ces gens-là. Et après, je leur ai dit que je voudrais bien que les 2 personnes qui m'avaient emmenée à la radio me rapportent mes bijoux. Donc j'ai raconté ce qui s'était passé, qui m'avait fait tomber par terre, qu'ils avaient pris mes bijoux. Et j'ai dit, dans les 2, il y en a un qui est antillais, parce que je l'ai vu, j'ai vu qu'il avait la peau brune. Et là, ça crée un grand malaise dans l'hôpital. J'ai pu prendre contact avec l'ophtalmologiste qui la suit toujours, à distance de ses lésions, et qui m'a confirmé l'existence de lésions rétiniennes, de l'iris, du cristallin, qui expliquaient une cécité totale d'un œil qui a duré des semaines et des semaines. Et quant à l'autre œil, les lésions étaient moins importantes, mais il est évident également qu'elle ne pouvait absolument pas voir avec. Quand j'ai parlé de ces bijoux, j'ai expliqué. Et donc le responsable de l'hôpital les a convoqués. Et ils ont récupéré les bijoux tout de suite, qui étaient bien dans la blouse d'un des 2, qui attendait que je meure, quoi. Le cas des aveugles démontre clairement que l'EMI se produit dans un état modifié de conscience, que la conscience est momentanément délocalisée. D'autres cas particuliers ont été recensés. Le docteur Sanson a recueilli de nombreux témoignages, mais un cas très surprenant a retenu son attention. Il a l'habitude de faire dessiner aux expérienceurs de quelle manière ils se percevaient au-dessus de leur corps. Voici les dessins de 2 personnes qui ne se connaissaient pas, mais qui ont vécu une EMI suite à un accident de voiture, dans 2 endroits différents et à des années d'intervalle. Vivre une expérience de mort imminente constitue très souvent un réel traumatisme, dans la mesure où elle implique une remise en question fondamentale des croyances, de la vision du monde et de la réalité. Pour un certain nombre d'expérienceurs, on peut observer alors des conséquences négatives. Souvent un sentiment d'être incompris, un sentiment d'isolement, une grande fragilité, une grande susceptibilité, parfois une inflation de l'ego, parce qu'il est plus facile de se dire qu'on est incompris parce qu'on est un élu. Donc beaucoup de problèmes relationnels et en fin de compte une grande instabilité. Le docteur Éric Dudoit est psychologue clinicien au Centre universitaire de la Timone à Marseille et responsable de l'unité de soins et de recherche sur l'esprit. Suite à une conférence sur les EMI, Éric Dudoit nous a confié qu'il avait recueilli des cas d'expérience aux frontières de la mort très particulières. Ce qui m'a extrêmement intéressé lors de la conférence, et ce qui était vraiment essentiel pour moi, c'est ces expériences dites négatives. En fait, dans les hôpitaux, on a plus de témoignages d'expériences négatives que d'expériences positives. Et on ne sait pas trop quoi en faire, si ce n'est y répondre de manière médicamenteuse ou psychothérapie classique. Ce sont des expériences qui ont un contenu qui est extrêmement terrifiant. On les classe en 3 catégories à peu près. On peut dire qu'il y a ce qu'on appelle les expériences infernales, où là on a toute une imagerie qui rappelle vraiment notre vision classique de l'enfer. Je me suis sentie en tant qu'enfant du Rwanda, avec la terre dans la bouche, les bras coupés. J'étais au bord d'une grande plage où chaque grain était une conscience en peine. Et là, je me suis sentie sucée, analysée.
Et on m'a posé la question, ouais, est-ce que tu seras meilleur? Qu'est-ce que tu feras de ta vie? On a ce qu'on appelle les expériences dénuées de sens. Là, l'expérienceur se retrouve dans une sorte de néant, complètement seul et pour l'éternité. Et parfois, il y a des formes géométriques qui apparaissent. Je me suis trouvée entre deux boules. Et dans ces boules, tout était contenu. Je me suis rendu compte qu'il y avait la boule du mal et la boule du bien. Et je me suis sentie aspirée par la boule du mal. Et là, tout était horrible, tout était affreux et tout était douloureux. J'ai ressenti toutes les douleurs du monde. Et puis la troisième catégorie, c'est les expériences inversées. Donc là, elles ont toutes les composantes d'une expérience positive, mais elles sont ressenties négativement par l'expérienceur. Les conséquences d'une telle expérience, c'est forcément un très grand traumatisme, là, dans le sens fort du terme. Ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle un PTSD, un syndrome de stress post-traumatique, donc avec un état dépressif, beaucoup d'angoisse, des cauchemars, et puis bien sûr une peur totalement exacerbée de la mort, avec cette certitude, c'est qu'il faudra bien y repasser une fois. Et ce qui a beaucoup changé en moi, c'est que j'arrive plus à voir quelqu'un soit de tout négatif ou soit de tout positif. Je sais qu'on a chacun un grain de cet univers, de cette vie qui est importante à vivre. Ça peut aussi conduire certaines personnes à des changements de vie tout à fait radicaux, puisque souvent elles éprouvent une certaine une culpabilité, une honte. Elles pensent avoir mérité une telle expérience et elles se disent qu'elles doivent changer radicalement leur comportement si elles ne veulent pas revivre ça lors de leur véritable mort. Kenneth Ring et Peter Fenwick ont estimé à 5% en 1999 la proportion des NDE négatives. Ces expériences sont souvent teintées de connotations religieuses, avec les représentations symboliques de l'enfer, la vision de nombreuses personnes hurlant et demandant de l'aide. Pourquoi y a-t-il si peu de récits d'expériences négatives ? Les témoins seraient simplement plus réticents à en parler, car les recherches ont mis en avant des milliers de récits positifs. Mais il se peut que ces récits soient peu nombreux, tout simplement parce que l'expérience négative est rare. Y a-t-il un facteur qui détermine la connotation de l'expérience ? Notre comportement au quotidien aurait-il une influence sur les conditions de notre passage vers l'autre monde ? Comme le jugement sévère décrit dans la plupart des religions et craint par de nombreuses civilisations, accompagné des notions de faute et de péché. D'autres hypothèses reposent sur l'image inconsciente de soi. Celui qui croit en une vie après la mort, à un paradis comme à un enfer, ou même au néant, vivrait une expérience teintée de ses croyances. Et si finalement, les expériences négatives des NDE, c'était simplement parce que l'être n'arrivait pas à intégrer dans sa personnalité de nouvelles perceptions. Si simplement, nous, en tant que cliniciens, on n'avait pas là un travail à la fois, entre guillemets, d'éducation, c'est-à-dire lui dire, en gros, ce que tu me dis, ce qui t'arrive, je connais. Tu peux en témoigner. Et en témoignant, trouver une solution, une voie de sortie. Ce que tu vis, écoute, eh bien, c'est réservé à des êtres d'une grande sensibilité. Mais voilà, cette grande sensibilité, eh bien, elle ne peut pas s'intégrer à ta persona. Ce qu'on va faire ensemble, c'est aller à la vitesse où toi, tu entends aller, pour faire en sorte qu'il y ait une intégration de ces expériences dans ta personnalité, pour que tu puisses en faire autre chose. Il va falloir que je lui apprenne à ouvrir son être. Et ça me semble vraiment des points vraiment essentiels et une clinique qui serait une très belle clinique du XXIe siècle. J'ai eu la sensation de tout savoir, de tout connaître, de savoir tout sur l'univers, sur le monde, sur les choses. Je comprenais de là tout. Et avec un bonheur incroyable. Et je comprenais tout et je savais expliquer tout. Et je me rendais compte aussi que ce qui me paraissait si compliqué avant était tout à fait simple.
Ces expérienceurs ont donc eu accès à une connaissance universelle, le sentiment de tout connaître, de mieux comprendre, d'avoir eu en quelques instants les secrets de la création de l'univers. Le cas de Tom Sawyer nous a interpellés. Le cas de Tom Sawyer, qui s'appelle vraiment Tom Sawyer, c'est un garagiste. Pendant qu'il répare un camion, un très gros machin s'écroule sur lui et il est écrasé. Le temps qu'on appelle les pompiers pour relever l'engin, il est dans le coma. Et pendant que l'ambulance l'emmène vers l'hôpital, son cœur s'arrête. Donc dans l'ambulance, on essaie de... Et pendant ce temps-là, lui, il sort de son corps, il se voit, il suit le... Et ce qu'il racontera plus tard, qui est particulièrement frappant, c'est que ce gars qui n'avait qu'un CAP de mécanicien s'est intéressé comme un fou à la physique et à la physique quantique. Parce que pendant qu'il était dans cette lumière, il dit « J'étais à la fois dans un amour complet et dans la connaissance totale. » Et dans ce que j'ai gardé, parce que j'ai tout oublié, et d'ailleurs ça m'avait été dit, je me rappelle en tous les cas, qu'il m'a été dit « Tu vas tout oublier », mais j'ai gardé quand même un petit bride, et j'ai gardé, il avait gardé l'idée de mécanique quantique, de quanta. Certains expérienceurs oublient la majorité de leur expérience. Des chercheurs supposent même que certains auraient vécu sans le savoir une expérience de mort imminente. Pourquoi oublient-ils les connaissances de leur voyage aux frontières de la mort? S'agit-il du passage obligé dans la source de l'oubli, le Léthé, à laquelle, selon la mythologie grecque, le voyageur du pays des morts devait s'abreuver avant de retourner chez les hommes? Certains chercheurs et physiciens, comme Régis Dutheil et Henri Stapp, ont observé que les récits d'expériences de mort imminente évoquent étrangement un phénomène quantique. Nous avons demandé à deux physiciens, Nicolas Gisin et Antoine Suarez, de nous décrire les propriétés du monde quantique. Nous nous sommes ensuite permis de faire des parallèles avec certains témoignages. La physique quantique, c'est la meilleure théorie que nous avons aujourd'hui pour décrire le monde du tout petit. L'intrication, qu'est-ce que c'est? Il faut imaginer deux de ces particules, deux électrons, deux photons, deux objets quantiques, qui sont loin l'un de l'autre. Ils peuvent être vraiment loin, ils peuvent être à des kilomètres l'un de l'autre, ou bien ils peuvent être à une extrémité à l'autre de la table optique, mais ils peuvent vraiment être à des grandes distances. Et bien qu'ils soient séparés dans l'espace, ils continuent à réagir globalement. C'est-à-dire que si on touche l'un des deux, on fait faire une mesure sur l'un des deux, l'autre va réagir, d'après la théorie, instantanément. Et d'un seul coup, je me trouve au milieu d'un océan de lumière. Je fusionne dans ce tout avec une infinitude de petits grains comme des grains de sable qui étaient des lumières comme moi. Et je fais partie d'eux. Alors c'est quoi la téléportation quantique? Un objet dont l'état quantique aura disparu ici pour réapparaître de l'autre côté sans jamais exister entre deux. J'ai pensé à mon mari et à mon beau-père. Mon mari m'avait dit « ça va bien se passer, t'en fais pas, on t'attend dans la salle d'attente ». Je pense à eux et instantanément, je me retrouve dans la salle d'attente et je prends conscience que j'ai traversé les murs. Je me voyais de partout en même temps. Avec une vision à 360 degrés. Banyu, quand on entend ces récits de personnes qui ont eu une EMI, ils avaient une sorte de conscience très différente que celle que nous avons normalement. C'est une conscience élargie, où il n'y a pas de temps ni d'espace. Ils peuvent rapporter des choses du passé ou même du futur. Tout est là. Pourquoi le temps n'existe pas au niveau quantique? Et je rentre dans un élément de hors-temps. La seconde, l'éternité sont à peu près la même chose. Je me souviens, en 45 secondes, c'est à peine croyable d'avoir vécu des millénaires, mais là, il n'y a plus... Le temps et l'espace n'existent pas tel qu'on le pense ici. Le passé, le futur étaient là dans le présent. C'est qu'il y a des choses qui se passent, mais le temps ne passe pas.
On pourrait dire qu'on est dans un espace-temps qui n'existe pas ou qui est un arrêt. Le temps s'arrête et voilà, on est dans un no man's land de temps. Certains aspects de type mécanique quantique sont liés à cette forme de conscience. Elle provient d'une autre dimension que j'appelle l'espace de phase. Elle ne se trouve pas dans le monde matériel. Dans cette dimension, où la conscience est localisée, à mon avis, il n'y a pas de temps ou d'espace, et nous pouvons recevoir de cet espace de phase un aspect que nous appelons la conscience de veille. Et quand l'interface ne fonctionne plus, quand le cerveau arrête de fonctionner, on possède une conscience élargie, et c'est ce que nous appelons une EMI. Le docteur Jean-Pierre Jourdan a proposé un modèle dans lequel tout se passe comme si la conscience du sujet percevait depuis une dimension supplémentaire. De la même façon que s'élever au-dessus d'une surface à 2 dimensions permet d'en voir tous les points simultanément. En effet, les expérienceurs disent voir dans ou depuis toutes les directions à la fois. Ils peuvent voir à la fois le recto et le verso des objets, ce qu'ils interprètent comme voir par transparence. D'autres ont eu la sensation de se trouver simultanément en plusieurs endroits. Lorsque leur attention se focalise sur un détail, ils ont la sensation de zoomer instantanément, et le passage d'un détail à un autre peut être interprété comme un déplacement à grande vitesse. Le professeur Régis Dutheil, médecin et professeur de physique et de biophysique, a proposé un modèle où la conscience est un champ de matière tachyonique, qu'il nomme superlumineux. Ce champ fait partie du véritable univers fondamental dont notre monde ne serait qu'une projection holographique sous-lumineuse. Il a toujours affirmé que sur le plan purement mathématique, l'existence d'un autre univers ou d'un autre espace-temps superlumineux est parfaitement possible. La frontière entre ces 2 univers serait une zone commune, constituée de photons et correspondant au cône de lumière des relativistes. Dans cette théorie, le photon est formé d'une partie sous-lumineuse et d'une partie superlumineuse. Les expériences de mort imminente seraient alors le passage pour l'être humain du monde sous-lumineux au monde superlumineux. La personne en train de mourir traverserait le mur de la lumière et s'imprégnerait de particules allant à la vitesse de la lumière, donc de photons. Elle deviendrait lumière elle-même et percevrait tout ce qui l'entoure comme sombre. Au cours des 30 dernières années, nous avons acquis de nombreux éléments de compréhension sur les EMI. Les médecins pédiatres, par exemple, ont appris que même des enfants très jeunes ont ces expériences quand ils ont frôlé la mort. Nous avons appris au passage qu'il y a des expériences empathiques dans lesquelles de nombreuses personnes qui se trouvent près de leurs proches mourants ont des expériences identiques. Quand la personne qui est dans le lit meurt, le proche qui se trouve à côté a parfois la sensation qu'il quitte son corps et se dirige vers la lumière. Une expérience empathique. C'est ce qu'a vécu le docteur Jean-Pierre Postel, son épouse Anne et son fils Pierre-Alexandre au moment où un de leurs proches vivait ses derniers instants. Je lui tenais la main gauche, je le rassurais comme je pouvais. Ensuite, Pierre-Alexandre m'a rejoint et puis lui a pris la main droite de son grand-père. Et nous étions là à le rassurer. Jusqu'à ce qu'on ait cette impression de brouillard. Cette espèce de brume apaisante. C'était purement mental. J'ai vu ce tunnel. Je peux en décrire la couleur même. C'était du bleu. C'était un espèce de grand tuyau avec c'est difficilement descriptible. Et au fond, une lumière blanche intense, comme un halogène. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qu'on connaît. C'est une lumière qui est au-delà du visuel, qui nous prend à l'intérieur de nous. Enfin, je sais que personnellement, je l'ai vu partir. Pour ma part, je l'ai vu s'éloigner, mais en reculant. Il y avait une petite silhouette humaine, et qui, dans mon mental, était mon père, en fait. Et il était au bord, juste à la sortie du tunnel, il était au bord et ne voulait pas sauter. Il restait. Et à ce moment-là, je pense l'avoir exprimé même verbalement. Je lui dis, tu peux y aller, vas-y, il n'y a aucun danger. Pars,
c'est bon, tu peux plonger. On a été l'accompagner, on a fait un bout du tunnel, et il y a quelqu'un qui a pris le relais qu'il a pris. Et ensuite, quasiment instantanément après, cette fois-ci une vision, visuelle. Autour de son corps, je ne vais pas dire de son cadavre, puisqu'il vivait végétativement encore, s'est élevée progressivement une brume, comme la brume que vous voyez au petit matin, un peu cotonneuse, qui s'est dissipée progressivement. Et à ce moment-là, je savais qu'il était parti. C'était terminé, il avait franchi son pas. Cette expérience a transformé, a changé ma vie d'une manière, mais vraiment très très profonde, beaucoup plus qu'on ne peut imaginer. Ça m'apporte une vision différente dans mon métier, du départ des patients dans le coma ou des mourants dans les services de réanimation. Je crois que je les regarderai d'une autre façon. Est-ce qu'on peut tranquillement, comme le Petit Prince, aller à la mort, en sachant que c'est difficile puisqu'on va quitter les siens, mais en sachant que c'est pas forcément cette castration ultime qu'on a voulu nous faire croire? C'est notre société scientiste qui a créé cette peur de la mort. La mort ne me fait vraiment plus peur, c'est quelque chose qui ne me gêne pas. Et pour les autres et pour moi. Que non seulement la mort n'existe pas, mais que la réalité, elle n'est pas celle que je suis en train de vivre ici, elle est ailleurs. Je sais que quelque chose existe, j'en suis persuadé. Maintenant, je sais que la vie a une intention, je sais que la vie a une direction, qu'on n'est pas là comme par hasard. La peur de la mort et la peur de la vie sont indissociables. Quelques thérapeutes se servent des expériences de mort imminente pour combattre des idées suicidaires de leurs patients et obtiennent des résultats spectaculaires. Winkler en 2005. Kenneth Ring a montré dans plusieurs études que non seulement les personnes ayant vécu une expérience proche de la mort changent, mais que le même phénomène se produit également, de manière moins spectaculaire, chez les individus qui s'intéressent à ces expériences sans l'avoir vécu eux-mêmes. Le simple fait d'être passionné par ce phénomène développe les mêmes changements de valeur, les mêmes modifications dans leur système de croyance. Kenneth Ring parle de contagion bénigne de l'expérience aux frontières de la mort. Quand je me rends compte qu'il s'agit de faits avérés et que des chercheurs intéressants, sérieux, rigoureux, à travers les États-Unis, font des recherches depuis, à ce moment-là, ça faisait 5-6 ans qu'ils étaient en recherche, je suis obligé de dire que une certaine euphorie m'a gagné. Les copains au journal étaient un peu inquiets. Parce que quelqu'un qui travaille sur la mort, qui est allé rencontrer des gens qui travaillent sur la mort et qui semble rempli d'euphorie, c'est inquiétant. C'est même très inquiétant. On se demande s'il ne faut pas l'amener tout de suite chez un psychiatre. Les psychologues se sont rendus compte que s'ils faisaient lire des récits d'EMI à leurs patients suicidaires, cela diminue réellement les idées suicidaires. Et le docteur Bruce Grayson de l'Université de Virginie a fait une étude spécifique sur les suicidants. Et il a trouvé que, premièrement, les EMI des suicidants ne sont pas différentes des EMI de ceux qui ont approché la mort pour d'autres raisons, mais il y a cette grosse différence. C'est que, en second lieu, ils disent que plus jamais ils ne feront une tentative de suicide. La raison qu'ils donnent, ce n'est pas la peur d'être allé en enfer si la tentative avait réussi, mais plutôt qu'ils ont appris que la vie a bien un but et que quel que soit le niveau de désespoir ou de colère que l'on atteigne, il y a un but. Et les souffrances que nous traversons nous donnent le courage de vivre. En 2005, la Belge Micheline Bodson a réalisé un mémoire en graphologie sur l'écriture des expérienceurs avant et après leur expérience. Micheline Bodson avait émis l'hypothèse que les expérienceurs avaient changé d'écriture après leur expérience.
Cette hypothèse est clairement vérifiée dans son mémoire, mais doit être nuancée selon les facteurs de changement. En effet, tous les scripteurs n'ont pas évolué dans le même sens, ni de la même façon. L'étude montre que chez la majorité des scripteurs, l'écriture est plus harmonieuse et que dans les 2 tiers des cas, une meilleure image de soi est observée. Dans le tiers restant, il a été constaté que les scripteurs se montrent moins rigides vis-à-vis d'eux-mêmes, plus authentiques, mieux structurés, comme s'ils s'étaient reconstruits. Moi, je dois dire que je n'aurais jamais écrit La Source Noire si je ne m'étais pas aperçu que toute cette histoire de NDE n'avait pas été, je dirais, autorisée socialement par un travail qui s'est fait en amont, avant, et qui était mené non pas par des hommes un peu spéculatifs et ludiques dans les universités, mais par des femmes, et qui étaient plutôt dans la pratique compassionnelle des endroits où on meurt vraiment. Et la première que j'ai rencontrée et qui m'a marqué à vie, je dois dire, c'est Elisabeth Kubler-Ross, qui en gros est ce personnage qui fait le lien entre l'Europe et l'Amérique, mais ça veut dire entre l'ouverture des camps de concentration, où on ne ment plus sur la mort, et les grands hôpitaux américains des années 50-60, où le mensonge est total. Et elle se rend compte qu'il faut absolument que les gens du 20e, 21e siècle osent négocier avec la mort, la regarder en face. Et donc, on peut dire, elle fait partie de ces femmes qui réinventent l'art d'accompagner les mourants. Elle invente ce qu'on appelle aujourd'hui les soins palliatifs. Une évolution des mentalités chez les professionnels de la santé a pu être constatée. Est-ce la conséquence des études réalisées par un nombre grandissant de chercheurs à travers le monde ? Mais peut-être sont-ils aussi plus nombreux à vérifier par eux-mêmes les perceptions détaillées de leurs patients à la suite de la réanimation. J'interviens sur une femme, une opération, anesthésie générale. Elle décrit à son réveil toute son intervention comme si elle était au plafond, mais en plus, elle décrit l'intervention qui a lieu à côté. Une amputation de jambe, avec la jambe qu'elle voit et la jambe que l'on met dans un sac jaune. Ça, elle n'a pas pu l'inventer, elle le décrit à son réveil. J'ai pu vérifier après que l'intervention avait bien eu lieu à côté, une amputation de jambe, au même moment où elle était anesthésiée, donc complètement coupée de ce monde. J'entendais, elle sera aveugle, si on la sauve, elle sera idiote, son cerveau est touché. De toute façon, elle est défigurée. Quelqu'un a dit il faudrait peut-être faire un peu d'esthétique, qu'elle ne soit pas trop affreuse ou laide à voir. Et les autres ont dit non, de toute façon, dans l'état où elle est, de toute façon, elle ne se reverra jamais. Quand on est médecin et qu'on est face à ce corps inanimé, il faut réaliser que ce qu'on va dire, on ne peut pas dire n'importe quoi parce que la personne entend des choses, voit des choses, et on peut la blesser énormément et faire des erreurs, puisqu'on a affaire à une véritable conscience qui entend, qui écoute, qui comprend, qui regarde et qui saisit tout ce qui se passe. La mentalité dans les hôpitaux, c'est un peu comme un coin zen, c'est-à-dire que l'ombre du pain s'obscurcit à la clarté de la lune. Plus on s'ouvre à quelque chose de différent, et plus on attise aussi quelque chose de contre. On n'est pas forcément dans la dualité, qu'on peut rentrer dans l'unité. Je pense que c'est l'avenir, que c'est une voie d'avenir pour la médecine en tout cas, quoi. Je ne suis pas contre le médecin qui est matérialiste. Je suis pour une autre idée de la matérialité. Comme ça, je peux le rencontrer. Et je pense que de plus en plus, sans se le dire, les gens changent, se transforment. Et ils changent, se transforment parce que l'humain, il a besoin d'une seule chose pour vivre. L'amour et l'espérance. Il y a une expérience qui est très intéressante à faire, c'est de prendre 2 ou 3 ou 4 médecins qui sont avec certitude au courant et qui acceptent d'en parler individuellement avec moi, de les mettre autour d'une table et d'essayer de lancer le sujet. Si j'évoque mon expérience avec elle, les quelques fois où j'ai voulu leur en parler. Et à ce moment-là, tout le monde prend un air extrêmement gêné, commence à regarder ailleurs, chercher du pain, à trouver le vin bouchonné. Comme par hasard, il y en a une qui part faire le café.
ou qui part vider la poubelle. Il y a 3 papiers dans la poubelle, hein, il n'y a pas besoin de vider la poubelle, mais elle part vider la poubelle, l'autre elle part au café, chacun, tout le monde déserte. Je vais peut-être pas en parler facilement parce que je vais peut-être craindre, moi comme les autres, peut-être l'étiquette illuminée ou qui va être posée sur ma réflexion sur le sujet. Le problème, c'est qu'en fait, ces expériences sont encore quelque chose d'un petit peu mal connu, de sulfureux. Elles n'ont pas encore une vraie légitimité. Et je crois que beaucoup de gens ont encore peur d'y laisser leur réputation. Ça devrait changer parce que tous les médecins vont être un jour ou l'autre confrontés à ces informations. Ils vont devoir faire leur propre étude de conscience à ce sujet-là. On va changer certainement notre regard sur ces instants-là et respecter ces instants-là. Des études comme celle du docteur Pim van Lommel amènent la communauté scientifique à réaliser que les NDE posent un véritable problème scientifique et que ce type d'expérience peut permettre de progresser dans la compréhension de ce qu'est la conscience. Cependant, l'acceptation est relativement lente car il s'agit d'un bouleversement complet de la conception actuelle qui veut que la conscience soit le produit de l'activité du cerveau. Le problème central est qu'il semble que la conscience et la mémoire ne sont pas stockées dans le cerveau. Et si les chercheurs dans les années à venir venaient à prouver que notre conscience se délocalise, quelles en seraient les conséquences dans notre vie, au quotidien ? Cela modifierait-il notre façon de voir le monde, la vie, la mort et les autres ? Quelles en seraient les implications concrètes au plan scientifique ? Et si cela se produit, nous sommes dans une situation très intéressante car si nous pouvions donner une sorte de crédit au plan logique ou rationnel à l'EMI, à l'idée qu'il n'y a rien à craindre de la mort, que la chose la plus importante à faire tant que nous sommes vivants est d'apprendre à aimer et que lorsque nous mourrons, nous revoyons tout ce que nous avons fait dans un panorama qui semble nous entourer, que nous sommes amenés à revivre les sentiments et émotions de ceux avec qui nous avons eu des échanges, de telle façon que si vous avez fait du mal ou commis de mauvaises actions envers quelqu'un, vous ressentez la tristesse que vous avez apportée dans leur vie. Et si vous avez fait du bien, alors vous ressentez les émotions positives. J'avais rencontré il y a quelques années un psychiatre qui m'avait fait rire et qui était extraordinaire. Il pensait que quand on n'était pas bien, c'est on marchait à côté de ses pompes. Et pour lui, c'était pas simplement une métaphore. C'était effectivement le corps, ce qu'il appelait lui le corps astral ou le corps émotionnel, qui était décalé par rapport au corps physique. C'est de l'observation exacte des faits inexpliqués que sont nées les principales découvertes. Camille Flammarion. Bien évidemment, on pourrait me taper sur les doigts. Hein. Ce que je raconte là n'est pas appris dans les sciences, ni dans la faculté de psychologie. Mais c'est suffisamment imagé pour que l'être humain, lui, s'en saisisse à un moment clé et se dise, mais lorsque je dors, ma conscience, est-ce qu'elle peut aller visiter d'autres lieux ? Et je pense que c'est pour ça que Freud, Jung et tous les psychanalystes pensent que le rêve est la voie royale de l'inconscient. Il y a une dizaine de jours s'est tenu en France le premier colloque sur les expériences de mort imminente. Le premier colloque international sur les EMI avait lieu à Martigues aujourd'hui. Y participaient des médecins, des scientifiques. Des médecins, des chercheurs se sont retrouvés ce week-end à Martigues pour évoquer ce phénomène. Jean-Jacques Charbonnier, bonjour. Nous sommes un groupe de médecins, praticiens ou chercheurs de différentes disciplines et nationalités. À l'occasion des premières rencontres internationales consacrées à l'expérience de mort imminente, organisées à Martigues le samedi 17 juin 2006, nous tenons à faire connaître au grand public, ainsi qu'à la communauté médicale et scientifique, les convictions qui sont les nôtres après des années de recherche sur ce phénomène. Bien que, d'un point de vue scientifique, le déclenchement de l'expérience de mort imminente soit sans aucun doute relié à des phénomènes neurobiologiques dans le cerveau, son contenu extrêmement riche et complexe ne peut être réduit à une simple illusion ou à une hallucination produite par un cerveau en souffrance à l'instant de la mort. La réalité de l'expérience humaine n'est pas exclusivement déterminée par des mécanismes neurologiques,
Et la signification de l'EMI ne peut se réduire au simple processus neurologique qui accompagne sa survenue dans le cerveau. Il est très important que les scientifiques puissent conduire des recherches dans différentes disciplines, en particulier les neurosciences, sans préjugés d'aucune sorte. Nous pensons que cet effort de recherche doit être accompagné pour progresser dans la compréhension de l'expérience de mort imminente, même si ce phénomène remet en cause les conceptions établies sur la nature de la conscience et le fonctionnement du cerveau. L'expérience de mort imminente, comme d'autres états modifiés de conscience, ouvre une nouvelle voie de recherche pluridisciplinaire. Cette voie est porteuse d'espoir et de progrès pour l'humanité. Nous formons le vœu que les instances médico-scientifiques et les pouvoirs publics en prennent la juste mesure. Je vous assure que j'ai moi-même appris beaucoup grâce à tous ces patients qui ont voulu partager avec moi leur EMI. Ce sont eux mes professeurs. Je crois et j'espère que dans un avenir proche, la science moderne va incorporer la recherche sur les expériences subjectives, telles que celles qui se produisent au niveau de notre conscience, que nous accepterons des concepts de champ pour comprendre comment nous sommes interconnectés les uns avec les autres et avec la nature dans cette planète menacée. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. D'après les neuroscientifiques ou etc., les dernières études, il semble aberrant à l'heure actuelle de penser que la conscience s'arrête aux neurones. Le neurone est plutôt quelque chose qui va transcrire, qui va permettre d'avoir une représentation d'autre chose qu'on ne connaît pas encore. Au XXe siècle, notre vision du monde, ce qu'on appellerait en science un paradigme, était en train d'exploser. Les gens qui ont vécu une NDE participent d'un mouvement général, on pourrait dire d'élévation de la conscience. On s'interroge sur la conscience. La France, qui était très frileuse, commence à peine à rattraper son retard. Le docteur Jean-Pierre Postel, anesthésiste réanimateur, va certainement apporter sa pierre avec la création du CNERIC, Centre national d'études, de recherche et d'information sur la conscience. Le colloque sur les EMI, organisé en juin 2006 à Martigues, a permis de franchir un nouveau pas. En 2008, pour la première fois en France, 2 centres hospitaliers ont débuté une recherche. L'unité de soins et de recherche sur l'esprit est non seulement prête à accueillir tout type d'études, mais surtout et avant tout des études sur les expériences de mort imminente et sur un autre point qui m'intéresse, qui est les OBE. Sommes-nous à l'aube d'une ère nouvelle, d'un changement de paradigme? La science est-elle en train d'écrire une nouvelle page de son histoire? Que va-t-elle découvrir en explorant sans préjuger la conscience? Je pense vraiment que c'est le moment. En plus de ça, beaucoup des médecins qui travaillent à Timone n'attendent que ça. Et n'attendent que ça parce que ça fait trop longtemps où les médecins, les psys, les infirmiers vont se former ailleurs et ne peuvent pas rapatrier leur savoir à l'hôpital. Je pense à toutes les techniques énergétiques possibles ou inimaginables. Alors avant de décrier, et le GEMPI, c'est-à-dire les gens qui s'occupent des dérives sectaires sont d'accord avec nous. Il nous faut travailler pour. Il faut qu'on puisse montrer les choses. Si on arrive à montrer les choses avec une formation scientifique, je pense qu'on pourra asseoir une médecine qui sera vraiment une médecine humaine, au sens d'un sujet humain complet. Donc vraiment, on est prêt. Et s'il faut travailler plus, on travaillera plus. Ça, c'est vraiment pas un souci. Finalement, ce phénomène n'a rien dévoilé de son mystère, ou si peu. Mais il nous amène à nous questionner davantage sur la vie et la mort, et surtout, à nous interroger sur notre identité d'être humain. Je sais que j'étais venue pour apprendre à aimer. J'ai à ma mère comme je t'aime et à mon frère aussi comme je t'aime.
Alors mon frère, il me dit, mais évidemment, on s'aime. Attends, il me dit, c'est normal, on est frères et sœurs, c'est évident qu'on s'aime. Je lui dis, oui, c'est évident, mais en même temps, je trouve qu'on ne se le dit pas assez. Je pense que je suis revenue pour apprendre à aimer, alors que je suis quand même une femme aimante. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai mon mari, j'ai même un public qui m'aime aussi. Pourquoi est-ce que je reviens avec cette idée? Je reviens pour apprendre à aimer. Je n'ai pas suffisamment aimé. Il faut dire aux gens en fait qui sont importants pour vous, qui comptent dans votre vie, que oui vous les aimez, même si les gens sont pudiques par rapport à leurs sentiments et qu'ils n'osent pas toujours les exprimer. C'est comme si on avait semé en moi effectivement des graines de tendresse, d'amour, de compréhension, de besoin de savoir. J'ai appris ce que c'est, à vivre, à regarder et à vivre, à avoir la transcendance dans la moindre chose, dans la moindre plante, dans la moindre herbe. J'ai conscience de l'instant. J'ai appris à vivre dans l'instant. C'est comme si je devais comprendre ici, de plus en plus, ce qu'on sait de toute l'éternité. Il faut garder en soi-même toujours ce pouvoir d'émerveillement. Je pense que c'est pour ça qu'on est ici, pour devenir de plus en plus conscient qu'on est des créateurs de notre vie. Une vieille légende hindoue raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent de leur divinité et Brahma, leur maître, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Les dieux mineurs proposèrent alors d'enterrer la divinité de l'homme dans la terre, mais Brahma répondit « Non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera et la trouvera. » Alors les dieux suggérèrent de jeter la divinité dans le plus profond des océans. Mais Brahma répondit à nouveau « Non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans, et il est certain qu'un jour, il la trouvera et la remontera à la surface. » Alors les dieux mineurs conclurent « Nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer d'endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour. » Alors Brahma leur dit « Voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. » Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre. Il a exploré, escaladé, plongé et creusé à la recherche de quelque chose qui se trouve déjà en lui.